Salut! Aujourd'hui je vous donne des nouvelles de mon projet de podcast. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, bienvenue. Je donne des conseils aux podcasteurs et podcasteuses débutantes, et aussi aux moins débutants mais qui ont envie de s'améliorer. Et dans cette série en particulier, Podcast DIY, je vous emmène dans les coulisses de la production d'un podcast documentaire, pour que vous sachiez comment ça se passe dans la réalité, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de projet. N'hésitez pas à aller voir les premières vidéos que j'ai faites sur le sujet, mais pour résumer brièvement, il s'agit d'un podcast que je mène dans une école primaire à Paris. Je suis tombée sur ce sujet un petit peu par hasard, par le biais d'une amie qui est enseignante dans cette école. J'ai appris qu'il y avait un enfant qui avait créé un refuge il y a 2 ans. Aujourd'hui, cet enfant est en CM2 et c'est parce qu'il est souvent en proie à des émotions fortes, il pique des grosses crises de colère et donc il a besoin d'un lieu pour calmer ses émotions. Et puis au fur et à mesure des années, il y a d'autres enfants qui ont commencé à l'utiliser. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme initiative, surtout venant d'un enfant, et j'ai eu envie d'aller explorer cet endroit, de voir un petit peu ce qui s'y passait, sans idée précise de ce que je comptais faire et de l'histoire que j'allais finalement raconter. D'ailleurs, je savais même pas s'il y avait quelque chose à raconter. Et donc j'ai mis un enregistreur portable dans le refuge à destination des enfants. Ils avaient le choix bien sûr de l'utiliser ou non. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à faire mes propres enregistrements en allant plusieurs fois par semaine dans cette école. J'ai discuté avec des enfants, des adultes, j'ai enregistré des scènes, j'ai enregistré bien sûr des interviews, et au fur et à mesure, mon projet a commencé à se préciser et j'ai trouvé l'histoire que je voulais raconter. Alors au départ, mon sujet c'était le refuge, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément un personnage qui se dégageait, même si je savais que j'allais forcément passer un peu de temps avec le créateur du refuge, mais je savais pas exactement comment ça allait se passer. Et il se trouve en fait que ce créateur du refuge, qui est donc en CM2 aujourd'hui, est un personnage hyper intéressant, hyper complexe, et qui a énormément de questions qui se posent en ce moment pour lui, particulièrement cette année, parce que c'est la dernière année qu'il passe en école primaire, c'est la dernière année de ses 8 ans dans cet établissement, et il s'apprête donc à rentrer au collège. La question c'est, est-ce qu'il peut vraiment rentrer au collège, parce que il a des problèmes de comportement, il a des difficultés scolaires. Si il passe vraiment au collège, quel genre de collège ça va être? Est-ce qu'il va pouvoir aller dans une classe classique justement, ou est-ce que ça va être plutôt une classe adaptée? Comment est-ce qu'il va s'intégrer en fait à ce nouvel établissement? Est-ce qu'il sera d'accord avec l'orientation qui lui sera proposée? Et puis au final, la question aussi qui se pose, c'est en quoi est-ce que ça va jouer sur son avenir? Parce que bien sûr c'est des questions qui se décident finalement là, mais qui auront un impact à très très long terme, donc tout ça c'est hyper important, et je me suis rendu compte à quel point la question de l'orientation des enfants était hyper délicate. Parce qu'on parle d'enfants très jeunes, c'est vrai qu'en général on commence à parler d'orientation traditionnellement vers la fin du collège, et un peu moins les années précédentes, sauf pour les enfants justement atypiques. Et donc forcément on décide entre guillemets du sort d'un enfant à un très jeune âge, sans savoir toutes les répercussions que ça va avoir, sans être sûr qu'on a pris la bonne décision, sans savoir comment cet enfant va réagir à tout ça. Et ça me paraissait être une question hyper importante à explorer, avec un personnage à la fois complexe et très intéressant, je pense très intriguant et aussi très attachant d'ailleurs. Donc j'espère que la série vous plaira quand elle sortira. Mais en tout cas, moi c'est mon projet le plus passionnant sur lequel j'ai bossé depuis que j'ai commencé le podcast. Donc je me suis retrouvée avec mon personnage principal, avec des personnages secondaires autour, donc c'est d'autres enfants, des adultes, donc notamment sa maîtresse, son accompagnante, sa directrice, et puis bien sûr les parents, d'autres professionnels à l'extérieur. Et donc j'ai trouvé ces personnages, j'ai trouvé l'histoire que je voulais raconter autour de l'orientation de cet enfant, et puis avec cette histoire particulière, je peux aborder une histoire beaucoup plus large, un enjeu qui dépasse cette simple histoire, qui est la question de l'orientation scolaire et ce qu'elle fait aux enfants en général. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je me suis rapidement mis à la recherche d'un producteur. Jusqu'ici, j'ai toujours travaillé avec des producteurs, sauf pour mon tout premier documentaire que j'ai fait de façon complètement indépendante. Mais en dehors de ça, c'est vrai que j'ai toujours été produite, parce que c'est déjà mon métier, donc c'est important pour moi d'être accompagnée, rémunérée, etc. Et puis pour ce projet en particulier, c'était d'autant plus important parce que c'est un projet de long terme, sur 1 an, voire 1 an et demi, et qui donc nécessite que je passe beaucoup de temps à l'école, et donc qui nécessite beaucoup
d'enregistrement. Je me retrouve avec donc plein de rush et c'est très important pour moi de pas me retrouver toute seule face à ce gigantesque projet. Même s'il y a forcément une partie que je peux complètement assumer seule, je pense pas que je pourrais tout faire, et si je pouvais tout faire, je le ferais pas aussi bien. C'est-à-dire que si je trouvais pas de producteur, j'exclurais pas de le faire vraiment seule et de le sortir de façon indépendante, mais je saurais aussi que la qualité en pâtirait un petit peu. Ça s'est pas fait avec plusieurs producteurs que j'ai contactés pour diverses raisons. Il y avait certains avec qui les discussions étaient plus ou moins avancées, et il y a un argument qui est ressorti notamment, c'était le fait que justement ce projet coûtait un peu cher, parce que je passe du temps dessus, parce que effectivement je peux pas juste arriver en touriste dans l'école une fois par mois. D'ailleurs, tout ce temps que j'ai investi pour l'instant de façon complètement gratuite, c'est un temps qui m'a permis aussi de mûrir mon projet, de le définir, et donc c'est pas du tout du temps perdu. Non seulement il y a des enregistrements dont je vais vraiment me servir dans le montage final, mais il y a aussi énormément de choses qui m'ont servi à vraiment préciser mon projet. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte au final dans la rémunération de ce projet. Et par ailleurs, il y avait un autre studio avec qui j'étais vraiment en discussion assez poussée, mais au final on n'avait pas du tout la même vision de la ligne édito, et même si je suis prête à faire des concessions, j'ai aussi une idée très précise de ce que je veux faire en termes de format, et j'étais pas prête à lâcher là-dessus. Donc j'étais contente quand même de me dire que je suis atteint un certain point dans ma courte carrière de podcasteuse où je peux me permettre de dire non à des studios, même si c'est pas facile, parce que je me suis dit oh là là mais je ferme une porte, mais si ça se trouve je pourrais plus jamais la rouvrir ensuite. Donc c'est pas simple. Au final je suis persuadée d'avoir fait le bon choix, et bon ce genre de décision n'est jamais facile, mais je savais, j'avais une intuition en fait de ce que je devais faire ou non là-dessus. Voilà, donc suspense, est-ce que je vais trouver un producteur ou non? J'en parlerai certainement dans la prochaine vidéo cette série là, vous saurez si j'ai vraiment trouvé quelqu'un pour m'accompagner, ou si je vais continuer à travailler dessus de façon indépendante. Ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas des personnes qui sont produites et d'autres qui ne sont pas produites, il y a des projets qui sont produits et d'autres qui ne sont pas produits. C'est-à-dire que moi, jusqu'ici, j'ai eu plusieurs projets déjà produits, mais ça veut pas dire que tous mes prochains projets seront pris à tous les coups, et la preuve en fait, bon là c'est aussi un projet qui est particulièrement ambitieux et de long terme, mais même en fait, je pourrais toujours me faire refuser des projets beaucoup plus courts et beaucoup plus accessible. Et donc c'est pas parce que beaucoup de vos projets sont refusés aujourd'hui par les studios que ce sera toujours le cas. N'hésitez pas à continuer à en envoyer. Moi, pour quelques projets acceptés, je pense qu'il y avait 95% de projets refusés au final. Donc ça fait partie du travail de créateur de pitcher des projets et de se les voir refuser. Donc soit vous pouvez les retravailler, soit vous pouvez en proposer de nouveaux. Mais voilà, ne désespérez jamais. J'ai pu faire tout ce travail déjà sans aucune garantie de rémunération, et c'est pas forcément évident non plus toujours, parce que parfois il y a juste la question de comment on va bouffer, comment on va payer son loyer, et moi c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des missions à côté. Déjà quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, il me restait encore des sous d'un précédent contrat, et puis ensuite j'ai un nouveau contrat qui est arrivé quelques mois après, donc au final heureusement que j'avais cette sécurité financière là. On n'est pas toujours en mesure de mener des projets ambitieux comme ça de façon complètement gratuite et de se dire bon on va bien voir si je suis produite ou non. Moi j'ai cette chance là, donc je voulais quand même le souligner. Un autre truc que j'ai découvert dans ce projet, et d'ailleurs je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, c'est que c'est la première fois que je suis plusieurs personnages sur le long terme, donc le personnage principal et plusieurs personnages secondaires. Jusqu'ici, même si j'ai déjà mené des projets de série, c'était toujours des projets dans lesquels je ne voyais qu'une seule fois chaque personne. Et là c'est en fait complètement différent. Il y a un côté passionnant parce que forcément je continue d'apprendre plein de choses sur les personnages que je suis, je les connais de mieux en mieux, et puis en fait je suis quand même toujours surprise. Donc c'est pas mal parce que je sais que si j'avais passé que 2 mois sur ce projet-là, j'aurais pas du tout mesuré la complexité de chacun de mes personnages. Mais bien sûr, il y a forcément un inconvénient, c'est que je vais à l'école toutes les semaines, donc 1 à 2 fois par semaine, à peu près une demi-journée à chaque fois, et je sais jamais comment je vais trouver mon personnage principal et les autres personnages. En l'occurrence, particulièrement mon personnage principal, qui est celui avec qui je passe forcément le plus de temps. Parfois, il est de bonne humeur, parfois il est de mauvaise humeur, parfois il a très envie de parler, parfois il est très laconique. Ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Il m'arrive de passer 2 fois dans une semaine à l'école, et en fait, j'ai rien de spécial à l'enregistrement, quoi. Disons que ça n'a pas trop marché, et voilà. Donc c'est pas facile parce qu'on se pose plein de questions sur est-ce que je fais bien de poursuivre sur ce projet-là. Quand ça se passe pas très bien, on se dit mais en fait, si ça se trouve je me plante complètement, en fait il aura plus jamais envie de parler, donc c'est pas la peine. Et puis en fait il y a d'autres semaines où ça se passe super bien et où il y a énormément d'événements et je me dis ok, en fait vraiment je fais bien de continuer dans cette voie, je fais bien de m'accrocher, mais forcément plus le projet est à long terme et plus on passe par des phases de doute,
sur son projet. Je pense que c'est finalement assez sain et que c'est si on se pose aucune question qu'il y a un souci. Donc voilà, mais en tout cas ça c'est une leçon de ce projet-là en particulier, de cette série en particulier. Un autre sujet, c'est comment on s'organise pour un projet d'une telle envergure, parce que forcément on se retrouve avec énormément d'enregistrements et donc énormément de rush à trier, réécouter, etc. C'est-à-dire que au moment du montage, je vais vite me retrouver avec énormément de choses. Là déjà, après plus de 6 mois de travail, j'ai beaucoup d'enregistrements. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaie d'être vraiment très organisée. En fait, on n'a pas le choix, faut être hyper discipliné. Déjà, je sauvegarde bien sûr tous mes fichiers sur 2 plateformes, donc déjà Google Drive et sur un disque dur externe. Ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais surtout ne laissez pas vos fichiers traîner sur votre carte SD sans les sauvegarder ailleurs. Vous savez jamais ce qui peut se produire, donc ayez cette sécurité là. Renommez vos fichiers, triez-les dans des dossiers qui conviennent à votre projet. Donc ça, je peux pas vous dire comment, mais ça dépend vraiment de votre projet à vous. Et puis parallèlement à ça, ce que je fais, c'est que j'utilise la plateforme Notion. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à Notion et dessus j'ai une page qui est entièrement dédiée à mes rushs. Et donc j'ai un tableau tout simplement avec le nom de mon enregistrement, la date de tournage, le lieu de tournage, les personnages à l'intérieur, éventuellement quelques infos sur le contenu, et puis éventuellement aussi une transcription, parce que je retranscris certains rushs à l'aide d'un logiciel de montage, mais bon, il faut quand même que je repasse beaucoup derrière, donc j'avoue que je suis pas tout le temps hyper assidue là-dessus. La dernière fois que j'ai vraiment rattrapé tout mon retard sur les transcriptions, c'était en décembre, donc là, il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, en tout cas, déjà, ça me permet d'avoir tout sous les yeux, et ça me permet aussi de retrouver après facilement des rushs quand j'en aurai besoin, et notamment au moment du montage. C'est-à-dire que je pourrais sélectionner par exemple un personnage et voir tous les enregistrements où il y a ce personnage dedans. Vous êtes bien sûr pas obligé d'utiliser Notion, vous pouvez très bien utiliser Excel ou n'importe quoi. D'ailleurs pour mes précédents projets j'utilisais des fichiers Google Sheets. Trouvez ce qui vous convient le mieux et tenez-vous-y parce que ça vous aidera énormément au final, parce qu'on peut vite se retrouver débordé par un projet qui dure plusieurs mois, voire encore plus longtemps. Il y a aussi une question éthique qui se pose avec mon projet parce que forcément je suis essentiellement un enfant de 10 ans, donc évidemment mineur, et même si j'ai son autorisation à lui, l'autorisation de ses parents, et puis toutes les autorisations nécessaires au niveau de l'école et du rectorat, je me demande parfois si je pourrais inclure telle ou telle chose dans mon documentaire. Ça c'est des questions que j'arrive pas forcément à trancher facilement parce que je sais que par exemple même si pour l'instant il y a certaines choses qui lui posent pas du tout de problème à lui, donc à ce personnage principal, peut-être que dans quelques années il va regretter. Peut-être qu'à 15 ans, 18 ans, 20 ans, il sera plus du tout d'accord avec cette série. Donc c'est un petit peu délicat et c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution. La question de l'éthique se pose pas du tout uniquement quand il y a des enfants dans l'histoire. Il y a plein d'autres sujets et plein d'autres types de personnes que vous pouvez interviewer pour lesquelles il va y avoir des questions éthiques. Donc pour ça, il n'y a pas de réponse toute faite, à part bien sûr de toujours rester dans la légalité évidemment, et puis de toujours respecter quand même le consentement des personnes dans une certaine mesure. Si vous interviewez un homme ou une femme politique, évidemment, ils pourront pas autant peser sur le résultat final qu'un anonyme, parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Mais en tout cas, pensez bien à ces questions-là, ne les traitez pas à la légère, et parlez-en autour de vous, consultez bien sûr les personnes concernées, et puis éventuellement d'autres personnes qui seront à même de vous aider. Donc là concrètement où est-ce que j'en suis? Je vais commencer à écrire mes épisodes. On est en mars et je pense que ça y est, c'est le moment de commencer à écrire en tout cas les premiers épisodes parce que sinon je peux continuer comme ça à l'aveugle pendant un bon moment et je trouve que ça serait dommage parce que je saurais pas exactement ce que je veux raconter parce que là j'ai l'histoire mais dans les grandes lignes mais je sais pas comment je veux la raconter et puis évidemment... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis évidemment, c'est aussi important que je me pose la question de quel son je veux avoir au final, parce que la fin de l'année scolaire approche finalement. On est en mars, mais déjà ça arrivait hyper vite, et juin va arriver encore plus vite. Et il y a des choses pour lesquelles je pourrais pas du tout revenir en arrière, quoi. A priori, cet enfant, il sera certainement plus là l'année prochaine. Je pourrais pas revenir et enregistrer des choses que j'ai pas enregistrées. Donc ça, c'est aussi un conseil, dès que possible, commencez à écrire vos épisodes. Et bien sûr, il y aura toujours une réécriture au moment du montage, vous n'êtes pas pieds et poings liés avec votre document, mais
déjà ça peut vous aider énormément, ça peut vous guider et ça peut aussi bien sûr vous rassurer. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi j'adore parler de ce projet et franchement j'espère qu'il y aura encore plein d'autres vidéos à venir là-dessus. Je dis ça mais ça dépend que de moi. J'en profite pour vous parler de deux choses. Déjà j'ai lancé une room hebdomadaire sur Clubhouse. Alors si vous avez jamais entendu parler de Clubhouse, vous allez rien comprendre. En gros c'est une application, un nouveau réseau social 100% audio. Pour l'instant c'est accessible que sur iPhone et iPad, mais bientôt ce sera dispo sur Android. Et c'est dispo uniquement sur invitation. C'est-à-dire que des personnes qui sont sur l'appli peuvent vous envoyer une invitation. Et c'est intéressant parce que c'est un lieu d'échange où on peut simplement discuter de ce qu'on veut. Et comme ça fait longtemps que je songeais à faire un atelier de pitch de podcast, ça tombait super bien. Et ce que je propose toutes les semaines maintenant, c'est je sélectionne 2 projets de podcast que les personnes vont venir pitcher devant une audience, en fait, devant tous ceux qui peuvent venir sur la room. Et puis n'importe qui peut réagir, donc en demandant la parole, en levant la main virtuellement. Et bien sûr, c'est avec plaisir que je vous invite sur scène et que vous pouvez réagir au pitch que vous avez entendu, poser des questions et aider les auteurs et autrices de projets à avancer. Donc le nom de mon club c'est Podcast Pitch Perfect et je vais mettre un lien dans la description, comme ça vous pourrez y accéder facilement. Je précise que pour sélectionner les projets, je demande qu'on m'envoie quelques mots en message privé sur mes réseaux, notamment sur Instagram ou Twitter. Donc n'hésitez pas si vous avez un projet de podcast ou si vous en avez pas mais que vous avez simplement envie d'entendre les projets des autres et réagir. Et la deuxième chose, c'est que je lance un nouveau projet, c'est une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et régulièrement vous recevrez une consigne. Alors vous pouvez participer ou non, c'est vraiment votre choix, mais l'idée c'est de produire des courts podcasts de 1, 2 ou 3 minutes, donc ça dépendra des moments. Tout sera indiqué dans la consigne et l'idée c'est de se lancer dans quelque chose un peu marrant, créatif, pas forcément hyper produit, hyper travaillé, vous avez le droit de faire quelque chose de raté. Et moi j'ai un site sur lequel je publie tous les résultats sans discrimination de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de top rien. Le but c'est vraiment de vous obliger à être créatif sans avoir aucune pression. Et moi d'ailleurs j'y participerai aussi parce que je pense que l'exercice est intéressant pour tout le monde et je pense d'ailleurs que ça concerne aussi bien les podcasteurs débutants ou qui n'ont pas encore commencé et d'autres qui sont peut-être plus confirmés parce que finalement on a toujours besoin d'essayer des nouvelles choses et c'est l'opportunité. Cette idée c'est pas moi qui l'ai eue, c'est un site aux États-Unis qui existe et qui fait à peu près ça exactement et qui m'a beaucoup inspirée et donc je m'étais dit que ça serait bien de faire une version française, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera. Il y aura le lien aussi dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner à la newsletter pour recevoir régulièrement de mes nouvelles et les consignes. Et vous allez voir, c'est des consignes toujours un peu marrantes, un peu décalées. Le but c'est de faire en sorte que vous fassiez des choses que vous auriez pas fait autrement et le but c'est qu'on entende des choses qu'on n'entendrait pas ailleurs. Voilà, merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, vraiment ça m'aide beaucoup et je vous dis à la prochaine fois.